Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel épisode d'Entre nous, le format interview dans lequel des étudiants entrepreneurs nous parlent de leur parcours, leurs réussites, leurs échecs, mais aussi leur vie perso et leur organisation d'étudiants entrepreneurs. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Deux étudiants, deux projets, un pour aider les restaurateurs, l'autre pour aider les personnes à trouver un job court terme beaucoup plus facilement. Chacun avait son projet à la base, mais il leur manquait à tous les deux une compétence que l'autre avait. Ils se sont donc associés pour combiner leurs points forts et créer l'équipe parfaite. Aujourd'hui, format un peu particulier pour cet épisode d'Entre nous, puisque nous faisons une interview à 4 cette fois-ci. Et donc on accueille Thierry et Dan. Salut les gars, comment vous allez ? Salut à vous, salut Marley, salut les petits. Moi ça va très bien et vous? Hello, Ouais. ça va super. Bienvenue chez vous finalement parce que c'est le podcast pour les entrepreneurs étudiants. Est-ce que vous deux, vous pouvez vous présenter en quelques mots? Avec plaisir. Donc moi, Dan Castiel, j'ai fait une licence de mathématiques appliquées aux sciences sociales. Donc c'était vraiment un parcours super théorique en mathématiques. On a fait aussi de l'informatique et voilà des grosses bases d'économie, donc macro et micro. Et après, j'ai commencé à trouver ça trop théorique. Et en parallèle de mes études, j'ai lancé mon premier projet. Et donc je voulais vraiment avoir une formation qui était plus business. Et donc je suis allé en école de commerce à Schema. Et là, actuellement, je suis en Master 1 à Schema. Ok, nickel. Et toi Thierry du coup ? Alors moi j'ai fait une licence économie-gestion à Schema au sein du parcours SDM. Donc c'est une prépa intégrée en fait. Et suite à ça, du coup Schema Business School pour un Master 2. Donc Master 2 en Business Consulting Digital Transformation. J'ai toujours aimé tout ce qui était théorique, etc. Mais c'était surtout essayer de résoudre des problèmes. Donc c'est pour ça que je suis parti dans cette branche. Et c'est pour ça aussi que l'entrepreneuriat me plaît. Parce que c'est vraiment créer des projets, essayer de trouver des solutions à des problèmes donnés qu'on rencontre et que d'autres rencontrent au quotidien. Trop cool, trop cool. On voit déjà un peu la fibre entrepreneuriale avec le fait de vouloir résoudre des problèmes. Pour Thierry et puis pour Dan, finalement, les maths, c'est aussi beaucoup de résolution de problèmes en soi. Donc, il y a peut-être une petite analogie à faire. Et finalement, à la base, avant d'entamer vos études supérieures, quel était votre parcours du lycée jusqu'aujourd'hui, jusqu'à la Schema? Écoute, moi j'étais pas l'enfant ultra studieux, tout ce qui était collège, lycée, etc. J'étais plutôt, on va dire, j'étais pas un cancre, mais j'étais pas un super élève. C'est pour ça que j'ai fait un bac STMG. Donc pour tout ce qui était, c'était en fait lié un peu à une envie de rejoindre du coup l'école de commerce dont Schema, parce qu'il y avait un peu de mercatique, de gestion finance, RH. On m'avait vendu le rêve. Et en fait, quand je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que ça avait rien à voir. Mais ça a été des bases qui m'ont permis à terme de mieux comprendre un peu certaines problématiques de marché et d'avoir une vision un peu globale dans tout ce qui est gestion des ressources humaines, dans tout ce qui est comptabilité, finance, un peu de marketing, etc. Et qui en fait ont conforté mon choix d'aller en école de commerce, donc aller à Schema, et à terme d'entreprendre, etc. Ok. Et donc toi, Dan, parcours au lycée? J'ai fait un bac général, j'ai fait un bac S. La matière que j'avais vraiment aimée, c'était ISN. Donc en fait, Ok. c'était une des matières qu'on devait prendre au bac en informatique. Et en fait, c'est un peu là aussi que je me suis passionné pour l'informatique. On a dû créer un petit jeu vidéo qu'on a dû rendre à la fin. Et c'est une matière où enfin, j'ai eu une très bonne note, et donc en fait, ça m'avait motivé à continuer. Et c'est aussi là que je me suis rendu compte que des fois, il faut... Enfin, en fait, c'est un projet où j'ai hésité à prendre un prof pour nous aider parce que j'arrivais pas. Et j'ai un de mes camarades qui m'a dit, écoute, je suis persuadé que tu peux le faire. Donc vraiment, fais-le, vas-y à fond et tu vas réussir. Et au final, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et c'est aussi un peu là que j'ai compris que quand on se donne les moyens, on peut réussir à faire ce qu'on veut, même si ça nous paraît compliqué. Mhm. Euh, donc ouais, c'était vraiment passionnant comme matière. Donc finalement, avec tes années lycée, il y avait déjà une petite initiation à l'entrepreneuriat avec ce projet-là qui t'a donné un peu les bases de la mentalité entrepreneuriale. Totalement, totalement. C'est pour ça qu'après, quand je suis allé dans une formation qui était vraiment théorique, à un moment, je commençais un peu à saturer, et donc j'ai bifurqué vers l'école de commerce. Ok. Très clair. Et
Et ben, rentrons directement dans le vif du sujet, les gars. Moi, je connais un petit peu votre histoire, mais les gens qui nous écoutent ne la connaissent pas. Je l'ai dit dans l'intro, il y avait 2 projets à la base. Moi, je vais vous interroger un par un sur ce coup-là. Thierry, parle-moi de ton projet, et après, Dan, ce sera à toi de m'expliquer ce que tu avais créé à la base, avant que vous vous rencontriez, genre vraiment au début. Alors, c'est New Work. New Work, c'est une application qui permet de trouver un job en moins d'une demi-heure. En somme, c'est, on va dire, le Tinder du job. C'est tu te connectes sur une application, tu donnes tes disponibilités. En fonction de tes disponibilités, tu vas recevoir des missions de travail en fait de courte durée, et tu vas pouvoir les accepter ou les refuser. Il faut savoir que tu es salarié de la boîte dans laquelle tu vas travailler, et tu n'es pas auto-entrepreneur. Donc, ça t'évite toutes les démarches administratives, etc. Et en fait, j'ai eu cette idée parce que mes parents étaient dans la restauration. Et en fait, je me suis dit, finalement, je vois qu'ils ont des problèmes à recruter. Je vois qu'il y a des jeunes qui sont en cours avec moi, donc des étudiants, qui galèrent à trouver un job. En fait, on peut carrément faire un match, quoi. Et voilà. Ok, Et et donc, ça fait combien de temps du coup que tu as lancé ça là? alors, ça fait 2 ans que je travaille dessus. Et là, on est en train de le lancer. Donc, on est en phase de lancement. Et ce sera lancé opérationnel à 100%, je pense, d'ici cet été. Ouais. On a déjà fait des phases de test qui ont été validées. Donc, on a des POC, mais pas à travers l'app. Donc là, on va confirmer tout ça avec l'application. Et on va voir comment ça... Trop bien. Et si je me rappelle bien, c'est ce projet-là que vous avez pitché en plus à la Founders Night quand vous étiez venu parler Exactement. de vos projets. Ok, trop cool. Exact. Et toi, Dan, du coup, l'autre projet, c'est quoi? Donc l'autre projet s'appelle Easy. En fait, c'est un service SaaS de cartes numériques. Donc concrètement, en fait, à la suite du Covid, on était allé boire des verres avec des potes dans un bar à Nice. Et il y a plein de restaurants en fait, qui ont dû s'adapter au Covid et qui ont mis des QR codes avec des cartes PDF. Et quand on a voulu trouver enfin moi je voulais boire un mojito, la carte elle faisait 15 pages. Donc 15 pages c'est super long. On a dû chercher et quand on l'a trouvé, on a demandé au serveur et le serveur nous a dit que le plat était plus disponible. Donc là on s'est dit que franchement il y avait quelque chose à faire. C'était en 2021 à l'époque et Mhm. que avec la technologie on pourrait sûrement faire quelque chose de mieux. À l'époque les cartes QR codes ça n'existait pas du tout. Et donc en fait je suis allé sur un site qui s'appelle Open Classroom pour apprendre à programmer parce que j'avais fait un peu de programmation au lycée, mais là c'était vraiment plus complexe. Donc j'ai appris des langages comme Angular, j'ai appris des langages comme Firebase qui permet de faire tout le back-end avec des bases de données. Et en fait, on a créé une carte qui est adaptée à l'image du restaurant, qui est adaptée surtout au téléphone. Donc en fait, c'est une page web avec un ressenti d'application et qui apporte des fonctionnalités nouvelles. Donc par exemple, il y a la traduction de la carte qui est automatique dans 10 langues. Donc, pour ça, on utilise des API de traduction, mais au final, ça marche plutôt bien. Au début, on a eu quelques galères parce que, par exemple, un Sex on the Beach, ça le traduisait en français. Donc, ça faisait Sex sur la plage. Donc, ça, on a dû faire des petites adaptations sur la traduction. Et au fur et à mesure, en fait, on a commencé à prendre les retours des restaurateurs. Et ils nous ont fait plein de retours sur l'interface, sur les fonctionnalités qu'ils aimeraient. Et on a rajouté, par exemple, les photos des plats, la liste des allergènes, etc. Donc, voilà, c'est ça le projet. Ok, stylé. Et ça, du coup, t'as dit que t'avais fait le constat en 2021, donc ça fait aussi un peu moins de 2 ans que t'es dessus là? Exactement, ouais. Ok, ça marche. Et du coup, 2 projets très cool. Mais là où c'est intéressant, les gars, c'est que il y a un moment, enfin, vous êtes les premières personnes que j'ai rencontrées qui ont fait ça, genre qui avaient chacun leur projet. Et moi, quand je connais 2 personnes qui ont chacun un projet et qui après s'associent, souvent il y a un projet qui saute et ils mettent de l'investissement sur l'autre. Aujourd'hui, moi, je suis curieux de savoir, c'est quoi votre histoire? Comment vous vous êtes rencontrés? Comment vous vous êtes dit, ok, on va bosser ensemble? Je suppose que c'est pas juste un truc qui est arrivé comme ça. Il y a dû avoir je sais pas s'il y a eu un projet, un petit projet de cours peut-être en amont, avant, ou je sais pas. Enfin, racontez-nous votre histoire. Alors, Thierry et moi, on n'est pas de la même année. Thierry, il est en M2, moi je suis en M1. Donc en fait, on n'a jamais été en cours ensemble. En fait, on s'est rencontrés dans notre association. Donc quand on est arrivé à Schema tous les deux, on est allé dans l'association d'entrepreneuriat. Ça s'appelle Schema Ventures Club. Et là, on a commencé à parler de nos projets. Il faut aussi savoir qu'à Schema, on parle beaucoup de nos projets, on pitch beaucoup à tout le monde. Et donc en fait, on se connaissait un peu de loin. Et quand on s'est parlé, on s'est rendu compte que moi j'avais beaucoup de mal sur tout le développement commercial. Donc en fait, mes premiers clients, j'étais allé les chercher dans la rue. Donc en fait, j'avais pris une petite tablette et j'étais allé leur montrer. Et j'essayais comme ça un peu de forcer avec eux. Ils me disaient non, on a déjà un menu, oui, mais mon menu il est différent, etc. Et au fur et à mesure, on trouvait les arguments, etc. Et Thierry, lui, il avait passé plusieurs années à passer tous les partenariats, à monter le business plan. Peut-être que tu vas raconter. Ouais, en fait, on avait travaillé sur toute la partie commerciale, tout le développement, toute la partie, on va dire, un peu squelette du projet, avec tout le BP, tout ce qui était vraiment les documents nécessaires.
donc les prévisionnels, tout ça, tout ce qui prend un peu la tête. Et on avait fait en fait des premiers tests à la main. Mais le problème, c'est qu'on a besoin de passer à la vitesse supérieure. Donc d'abord une app, d'avoir quelqu'un en interne qui sait gérer aussi du code. Et on s'est rendu compte, d'une part, Dan, il lui manquait la compétence commerciale. Donc il manquait quelqu'un en interne qui allait s'occuper de prospection, d'aller chercher des clients, etc. Et moi, il me manquait du coup la compétence technique en interne. Donc c'était toute la gestion de l'app, développement d'une application, d'un site web, etc. Et on s'est dit, mais en fait, finalement, on a chacun la compétence qu'il manque à l'autre. Ouais. Pourquoi pas faire un matching, tu vois, un peu à la Newark finalement, et de se dire, on va matcher les compétences et on va dire, on va créer 2 beaux projets et qui vont performer sur chacun d'un secteur. Et après, pourquoi pas créer des synergies entre les projets, dire voilà, un restaurateur peut également gérer sa carte et commander un extra, ou commander un extra et gérer sa carte, vice versa. Exactement. Parce que la chose dont on s'est rendu compte aussi, c'est qu'en fait, on avait la même cible. Les deux, en fait, moi, je ciblais les restaurants et les hôtels. Newark, c'est un peu plus large. On cible aussi toutes les agences d'événementiel, mais on cible les mêmes personnes. Donc, en fait, toutes les bases de données qu'on a, on peut mutualiser toutes les données qu'on a. Le milieu de la restauration, peut-être même avant, mais en tout cas depuis la pandémie, c'est un secteur qui traverse une énorme crise en termes de recrutement. Enfin, ça consomme toujours, alors ça consomme plus, mais en termes de recrutement et d'opération, c'est un peu plus compliqué avec toutes les exigences maintenant et les normes auxquelles doivent se plier un peu les restaurateurs. Le consommateur, il se comporte plus trop de la même manière au restaurant. On trouve ça peut-être un peu bizarre maintenant si on n'a pas de gel à disposition, si c'est pas propre à 100%. Et finalement, vous êtes un peu en train de créer un écosystème autour de cette transformation du secteur de la restauration, si je me trompe pas. C'est ça, on essaie un peu de digitaliser un peu tout ça et de pouvoir créer de nouvelles opportunités, un nouveau regard sur la restauration. C'est vrai que, comme tu le disais, tu sors du Covid, tu as à peu près 300 000 postes vacants en hôtellerie-restauration. Aucun restaurant n'arrive à recruter, donc infernal. Ouais. On va même chercher des seniors. On va chercher des seniors dans les clubs de bridge en disant, écoutez, est-ce que vous êtes dispo pour venir travailler? Et les mecs disent, ouais, nous on est chaud. Ouais, parce qu'on a fait ça pendant toute notre carrière et puis ça ne me dérange pas de le faire un peu plus, tu vois. Et en parallèle, comme disait Dan, tu arrives dans un resto, tu cherches pendant des heures sur un PDF parce qu'attention, avec le Covid, tout ça, c'est compliqué. Et en fait, on se rend compte que l'expérience client qui est derrière tout ça, tu peux l'améliorer. Ouais. Tu peux dire, voilà, t'as un extra qui va arriver en quoi, on va dire, en une demi-heure, qui va supporter l'activité de ton restaurant. Donc déjà là, t'attends moins de temps pour commander. Et après, t'as pas besoin d'avoir un serveur qui vient, qui te donne la carte, qui t'oublie, parce qu'attention, il a 4, 5, 6, 10, 20 tables à gérer, et il oublie de te donner la carte. Et toi, tu es en train d'attendre pendant plusieurs minutes. Là, non, tu l'as sur ta table, tu scannes, tu as ton menu, et tu démarres. Ouais. Et la vision aussi derrière Eddy, c'est pas seulement un menu. En fait, on veut vraiment que ça devienne l'outil de communication par excellence pour le restaurateur. C'est-à-dire qu'en fait, ce menu, certes, il peut s'en servir dans son restaurant, mais déjà, il n'y a pas tous les restaurants qui en ont besoin, parce que en fait, ça fait gagner vraiment en efficacité. Donc, dans un bar, par exemple, il y a autant les clients que les serveurs qui veulent aller vite. Donc, c'est vraiment utile. Dans un restaurant, pas tous les restaurants en ont forcément besoin dans le restaurant. Par contre, la mettre sur sa page Instagram, sur sa page Facebook, le fait que, par exemple, on a un restaurant à Nice qui s'appelle le Sunset. Quand on tape le Sunset sur Google, on tombe sur la carte Easy. Et donc, en fait, c'est vraiment une carte qui est personnalisée à leur image et qui est leur vitrine. Et ça, c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent pas sur les autres plateformes où, en fait, tout est uniformisé, c'est pas brandé à leur image et il y a des recommandations pour les autres plateformes. On peut laisser des avis négatifs, etc. Là, voilà, on veut vraiment que ce soit leur outil et qu'ils puissent se réapproprier aussi leur communication. Ça me fait trop rire parce que je fais partie de la team je check la carte avant d'aller au resto et que c'est un truc Mais ouais, il y a 8 personnes sur 10. je fais partie entièrement des 8 personnes et carrément, quand je dois m'asseoir dans un resto où je connais pas la carte, je suis un peu plus réticente maintenant. Genre, limite, j'ai vraiment besoin de savoir limite ce que je vais commander le jour J. Ça me rassure grandement. Et puis oui, c'est vrai que je pense que maintenant, pour trouver des restos, avec l'hyper-digitalisation et les réseaux sociaux, on fonctionne plus du tout de la même manière. Moi, à un moment, j'allais sur La Fourchette. Ce site, je suis plus allée depuis bien longtemps. C'est uniquement à base de réseaux sociaux, Insta et tout. Si ça me donne envie, je clique sur le lien en bio. Il y a la carte, c'est super. S'il y a l'adresse dans la bio, c'est super. Je sais déjà comment je vais devoir y aller. Et puis après, dernière étape, je check les avis Google pour être sûr que c'est pas juste une belle communication.
Mais comme tu dis, ces dernières années, ça s'est vraiment transformé. Et quand on voit, par exemple, avec l'explosion de TikTok ou de toutes les autres plateformes, les Mmh. gens ne vont même plus forcément chercher sur Google un restaurant. Ils vont aller chercher sur Instagram, sur TikTok, parfois aussi sur Facebook pour les populations un peu plus âgées. Et Ouais. donc, c'est aussi des usages auxquels il faut s'adapter. Mmh. Et c'est ce qui permet de faire au restaurateur. Ouais, parce qu'il y a des vrais moteurs de recherche dans les réseaux Ouais. sociaux maintenant. Bah oui, et tu regardes sur Insta, maintenant, tu peux chercher un restaurant, tu peux taper en fait dans une zone donnée et tu vois tous les bars, tous les restos, tous les hôtels qui sortent. Mmh. Et en fonction de leur com. Et c'est ce qui est cool. Mais nous, on va aller un peu plus loin avec Easy là-dessus. C'est que justement, quand tu regardes sur Insta, sur Facebook, tout ça, tu as des restaurants qui sont hyper bien référencés, où tu manges bien, d'autres où tu manges moins bien. Et nous, l'objectif, c'est de mettre même le petit commerçant qui n'utilise pas forcément les réseaux sociaux comme vecteur d'acquisition, se dire, bah, finalement, en fait, non, non, on est là, vous, pour vous soutenir, pour vous aider à accroître votre clientèle, votre chiffre d'affaires, en accentuant en fait toute la communication. Tu vois, en disant, bah voilà, avec Easy, vous allez pouvoir, à travers le menu, si vous voulez dans le resto, c'est très bien. Si vous voulez pas, c'est pas grave. Vous avez quand même votre interface sur le web qui permet de communiquer auprès d'une cible plus digitale. Ok, super intéressant. Mais en vrai, du coup, c'est là où moi je trouve que votre association elle est incroyable. C'est parce que en fait, il y a trop de synergie que vous pouvez faire entre les deux projets. Déjà en termes de cible, ça se touche beaucoup. Et enfin, je pense à un truc. Je me rappelle la dernière fois qu'on avait discuté, les gars. La première fois qu'on avait discuté, je vous avais demandé la comparaison avec l'app Sunday. Vous savez le Ouais. truc qu'on peut scanner sur les QR codes à la table et tout. Et en vrai, bah, il y avait le côté grande personnalisation que vous aviez qui semblait être vraiment poussé. Mais en fait, quand je pense avec New Work, limite, un mec qui scanne le QR code, il voit son menu et en bas, il voit je cherche un extra vendredi soir, tu vois. Et un mec qui vient manger ici à midi, il se dit bah ouais, moi j'ai rien à faire vendredi soir, vas-y, je peux peut-être bosser avec lui, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que là, tu le vois du point de vue du client, mais nous, on le voit aussi du point de vue du professionnel. Parce Ouais. que avec toutes les données qu'on peut collecter, le professionnel, on va pouvoir lui dire, bah, regarde, là, il y a tant de scans dans cette zone, et ce jour-là, il y a tel événement. Donc, on peut te dire déjà que tu auras besoin d'un extra et on te recommande de prévoir à l'avance. Avec New York, il peut prévoir à l'avance, il a son extra qui arrive, salarié ou pas. On privilégie le salariat, parce que c'est moins précarisant. Et tout est automatisé pour lui. Donc, ouais, plutôt cool. Mais avec la En vrai, data, on peut faire tellement de choses. Ouais. Clairement. C'est la clé du game, la data, c'est incroyable. Mm. C'est C'est incroyable. exactement ça. Et nous, on a, surtout que là, on est en train de vraiment redéfinir notre vision, enfin, de la penser de manière beaucoup plus large. La data est une partie énorme dans cette nouvelle vision. Et en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est que, c'est de créer une super app, une super plateforme sur laquelle, en fait, je suis persuadé qu'il y a plusieurs niveaux de startup. Le niveau ultime pour moi, c'est Apple, où Apple, certes, ils vendent des iPhones, mais ce qu'ils vendent surtout, c'est la plateforme iOS. Sur la plateforme iOS, il y a toutes les applications. Et pourquoi moi, je switch pas d'un iPhone à Android? C'est parce que je sais que sur iOS, les applications sont meilleures que sur Android. Nous, c'est ce qu'on veut faire pour la restauration. En fait, avec toutes les datas qu'on va avoir, par exemple, on va savoir que dans un restaurant, il y a tel serveur qui s'appelle comme ça et qui est né à telle date. Et ben, on va pouvoir, par exemple, se plugger avec, on a déjà cette intégration, avec Raoul qui fait du pourboire à table. Et on va pouvoir dire à Raoul, bah, il y a tel serveur, et Raoul va nous dire, bah voilà, il y a tant de pourboire qui va pour ce serveur. Donc, c'est des intégrations qu'on va pouvoir faire facilement. Et on est assez convaincu qu'en fait, on va aller pouvoir titiller des gens comme Sunday si on fait ça. Parce que Sunday, ils sont certes très très forts, mais nous, en fait, si on arrive à créer cette synergie et à en fait se plugger avec les bonnes applications, en fait, on peut être beaucoup plus fort avec plein d'applications qui sont spécialisées dans leur vertical. Clairement. Et après, là, aujourd'hui, on a New Work, on a Easy, mais on a d'autres projets qui vont arriver par la suite. On vous en dévoile quelques-uns. On a un analytics d'affluence qui va arriver par la suite. Et en fait, en somme, c'est comme disait Dan tout à l'heure, tu scannes les QR codes, tu peux savoir combien tu as eu de personnes aujourd'hui dans ton restaurant. Après, il y aura eu combien de commandes, parce qu'on va essayer de se plugger aussi au logiciel de caisse, etc. On va analyser en fait l'ensemble des événements qui sont dans un périmètre donné et dire, bah voilà, en fonction des scans que tu as eu à cette période avec tel événement, on peut prévoir que sur tel autre événement, sur le même jour, tu auras potentiellement un certain niveau de personnes dans ton restaurant, de clients, etc. Il va y avoir de la gestion des stocks, il va y avoir un peu tout ça qu'on va pouvoir mieux gérer, parce qu'on sait combien il y a de personnes dans le restaurant, on sait combien il va y avoir besoin d'extra, etc. Donc c'est toutes des choses qui vont venir se plugger petit à petit autour des deux solutions existantes,
et créer à terme un écosystème vraiment global pour le restaurateur. Et pas que le restaurateur à terme, il y a d'autres secteurs aussi. C'est plus écosystème, en fait, vous êtes en train de tendre vers un écosystème qui va finir par être complet, en fait, à la fin, et où le restaurateur, il aura tout sur une plateforme. C'est ça. Ouais, clairement. Il se plug sur une plateforme et il trouve tout. On est persuadé qu'en s'associant avec des startups qui sont ultra spécialisées dans leur domaine, en fait, on va fournir une application qui est super cohérente. Parce que nous, on apporte la cohérence, on apporte le squelette, on va dire, et on arrive avec une application qui a énormément de fonctionnalités, mais qui fonctionne très très bien et qui apporte beaucoup de valeur pour le professionnel. Et pour les clients aussi, d'ailleurs. C'est ça. C'est que là, aujourd'hui, on crée des solutions, donc des apps. Après, à terme, on crée une plateforme sur laquelle on va pouvoir permettre à différentes apps de venir se plugger. Ouais. Carrément. Et aujourd'hui, toute cette vision, parce que là, en vous écoutant, en vrai, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Moi, plus je vous écoute, plus je me dis que ça demande du taf. Aujourd'hui, vous êtes encore étudiants, les gars. Comment vous vous organisez, vous, en tant qu'étudiant entrepreneur? Peut-être, faites-moi une réponse, chacun, Thierry d'abord, Dan ensuite. Et ensuite, moi, je voulais savoir aussi comment est-ce que vous vous organisez pour bosser à deux. Peut-être que vous pouvez répondre en même temps, mais ça m'intéresse parce qu'en plus, Dan, actuellement, tu es au Brésil, si je dis pas de bêtises. Donc, peut-être plus Je complexe crois de qu'il y a un petit s'organiser. décalage horaire, mais je suis pas sûre. À peine. Léger. Tranquille. Donc ouais, dites-moi comment vous vous organisez déjà personnellement entre études et tous vos projets, et comment vous vous organisez aussi tous les deux, vous, pour tout ça. Bah écoute, en fait, il faut savoir que les journées sont assez rythmées. Enfin, c'est assez complet parce que là, aujourd'hui, on a une alternante en communication et on a 4 stagiaires business developers. Donc, on a aussi une équipe à gérer en dehors, en plus de nos études, en plus des différentes boîtes. Et donc, ce qui fait beaucoup de travail. Donc, il faut être assez rigoureux, il faut savoir faire la part des choses. Parce que c'est vrai que tu as les études, tu as les projets, il faut savoir prioriser par moment, se dire, bah voilà, les études, quoi qu'il en soit, il faut faire un focus dessus parce que voilà, c'est ce qui va te permettre à terme de pouvoir aller plus loin, de pouvoir gagner la confiance d'investisseurs, etc. Parce que tu as un bagage, tu as certaines connaissances qui font que demain, tu es plus crédible qu'une personne qui n'a pas fait de formation particulière, qui débute dans l'entrepreneuriat. Pour aller chercher des fonds, c'est plus compliqué. Je me permets juste de te couper parce que c'est grave un discours que j'entends un peu trop, du style les études ça sert à rien quand t'entreprends. Et là, c'est pas la réalité du terrain. Certes, entreprendre, ça va t'apprendre des choses que personne ne t'apprendra, mais demain, quand tu dois te présenter devant des invests ou devant la banque et qu'il n'y a pas un bac+5 sur ton CV, bah hélas, il y a plus de chances que tu te fasses refuser. Et ça marche encore comme ça. Alors, j'espère que demain, ce sera peut-être un peu différent, mais c'est encore très classique. Il faut encore sortir d'une école ou d'un diplôme, avoir un diplôme assez reconnu pour faire ses preuves, en fait. Donc voilà. Pour un peu nuancer le discours qu'on entend un peu trop en ce moment, je trouve. Ben c'est ça, on dit que ça sert pas forcément à grand chose, que de toute façon, non, c'était un bon projet, il n'y a pas de raison, etc. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Quand tu es sur le terrain, tu te rends compte que on te fait confiance si tu as un diplôme, on te fait confiance si tu as de la matière derrière. Si tu n'as pas d'expérience, si tu n'as pas de diplôme et que tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est comme aller à la guerre sans armes, quoi. Donc, assez compliqué. Mais ouais, donc il faut savoir, du coup, comme je disais tout à l'heure, organiser ses journées, se dire, voilà, là, je vais bosser sur le projet, je vais m'organiser, voilà, tant d'heures, etc., tant d'heures pour les cours. Donc, ça va être vraiment sectionner sa journée en plusieurs phases. Passer du temps aussi avec les stagiaires, les alternants, etc., parce qu'il faut montrer que tu es là avec eux, il faut montrer que tu es présent pour les guider, pour leur donner en fait la vision que tu as pour la boîte, pour les inciter en fait à te suivre, à monter vraiment dans le bateau, à ne pas lâcher et à y rester jusqu'au bout. Donc ça, c'est cool. Et c'est surtout ça qui est un peu compliqué, mais bon, après, ça se fait. Et toi, Dan, comment tu t'organises, toi, de ton côté, sachant qu'en plus, toi, t'es parti à l'étranger. Est-ce que ça te dégage peut-être plus de temps ou moins, d'ailleurs, pour bosser sur tout ça à côté? Alors, faut savoir que moi, de base, je suis quelqu'un qui n'est pas très organisé. Et du coup, j'ai dû apprendre à être organisé quand j'ai monté ma boîte. Parce qu'en fait, on réalise rapidement que si on n'est pas organisé, en quelques jours, on se retrouve débordé. Donc pour ça, en fait, on a dû mettre en place moi, je me suis obligé à mettre en place plein de process où je me réserve des périodes dans mon calendar, par exemple, pour me dire là, je fais que cette tâche. J'ai un Notion où je priorise mes tâches. Enfin, il y a plein de process comme ça moi, j'ai mis en place en tout cas pour être plus organisé. Au niveau du travail entre Thierry et moi, au début, c'était un peu compliqué parce que moi, du coup, j'étais CEO de ma boîte, donc je gérais tout.
et j'ai laissé ce rôle à Thierry. Donc en fait, on a dû apprendre à composer comme ça. Et au final, maintenant, on s'est vraiment segmenté les tâches, où c'est vraiment nous qui avançons de notre côté. Et dès qu'on a des questions, bah, on se fait des réunions et en fait, on va en parler ensemble, on va essayer d'avancer ensemble. Mais chacun tire le bateau sur sa direction pour qu'on puisse travailler ensemble quand vraiment on en a besoin. C'est par exemple, moi, du côté produit, ça va être prototyper toute une partie de l'interface et après voir avec Thierry, avoir ton feedback, se dire, OK, il faut mieux faire ça, non, on va faire comme ça, etc. Comment on fait et avancer. Euh, Pardon, et, vas-y, non, continue. pardon, après, il y avait la deuxième partie de ta question, c'était par rapport au Brésil. Euh, Honnêtement, on a pas mal de temps. En fait, on n'a pas énormément d'heures de cours par semaine, donc c'est plutôt facile de me libérer du temps pour bosser. Évidemment, en ce moment, j'ai aussi un peu envie de visiter, donc ce que je fais, c'est que je reste toute la semaine à bosser sur New Work Easy. Le week-end, je suis un peu plus détente, donc je vais bosser une demi-journée par jour, par exemple, et l'après-midi, je vais me libérer pour aller visiter un endroit. Donc, voilà. Ok, t'as raison, parce qu'en vrai, on va pas au Brésil tous les jours, donc ouais, faut profiter un minimum, je comprends. Et j'allais dire, bah en fait, je vois que vous avez dû vous réadapter complètement en termes d'organisation tous les deux, mais en fait même pas que tous les deux, parce que maintenant vous avez la casquette de manager. Moi, pour avoir déjà eu des gens entre guillemets avec des très grosses guillemets sous ma charge, je sais le rôle et l'investissement que ça demande. Pour la petite histoire, moi j'avais tendance avant à sous-estimer le rôle de manager. Je me disais, en fait, c'est quoi un manager? C'est juste un mec qui regarde ce que tu fais et qui te dit quoi faire. Enfin, le mec, il a rien à foutre de sa journée. En fait, non. En fait, non, pas du tout. Le gars, il a du taf. Et en plus, le gars, il doit être là pour t'accompagner, te soutenir, être toujours là pour toi quand on a besoin et te donner la voie à suivre quand tu sembles un petit peu perdu ou même quand tu l'es pas d'ailleurs pour que tu continues à bien avancer. Donc non, je vois très clairement la charge de travail que vous avez, surtout que maintenant vous avez, tu m'as dit 4 stagiaires en alternant, je crois, une alternante. C'est ça. Donc Une ouais, alternante et 4 stagiaires, ouais. donc ça fait du monde. Mais du coup, vous deux, comment vous vous répartissez les tâches par rapport à ce rôle de manager? Est-ce que c'est plus toi, Thierry, qui s'occupe de l'alternante et des stagiaires, ou est-ce que c'est toi, Dan, ou est-ce que vous avez divisé? Enfin ouais, comment est-ce que vous gérez cette partie management en fait? Tu veux en parler ou j'en parle? Je peux en parler si vous voulez. Alors, c'est plutôt Thierry qui gère cette partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'à distance, c'est impossible. On a déjà essayé de le faire. On, on a eu un moment, en fait, on avait une partie de l'équipe qui était aux États-Unis et une autre partie de l'équipe qui était à Dublin. Ok. C'est un moment, en fait, on a eu des stagiaires qu'on a voulu garder après. Au final, ça s'est pas fait, mais on s'est rendu compte de la difficulté que c'est que de gérer une équipe à distance. Donc pour le coup, c'est plutôt Thierry qui va s'occuper du management opérationnel, même si C'est ça. je fais mes retours, voilà. C'est ça. En fait, moi, je suis plus le manager. En fait, je m'occupe de toute la partie opérationnelle, donc que ce soit des ventes, que ce soit de l'administration, que ce soit tout ça, administration opérationnelle, et donc forcément du management. Donc sur place, gérer les équipes, les leader sur les projets, etc. Et après, bien sûr, on en discute avec Dan, on se concerte, on dit voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été fait cette semaine, ce qui n'a pas été fait. Et on discute ensemble de comment mieux les driver s'il y a des problèmes. Si on n'a pas, parfait, on continue et on carbure, on chauffe et on y va, quoi. C'est ça. Et ça, c'est vraiment un point super important, c'est qu'on se force toujours à prendre toutes les décisions à deux. Toutes les décisions importantes, vraiment, on force à toujours trouver un compromis. Évidemment, on n'est pas toujours d'accord, mais il n'y a personne qui va jamais imposer une décision à l'autre. Donc, même si des fois il y a il y a des débats qui peuvent durer plusieurs jours, à la fin on trouve un terrain d'entente. Et je pense que c'est vraiment important d'arriver à faire ça avec son associé. Ouais, c'est ce qui pouvait en fait enfin ça pouvait faire peur à un moment. C'était de se dire, finalement, je suis pas enfin j'étais seul dans ma boîte. Là maintenant, je fais rentrer quelqu'un, mais il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on arrive à avoir la même vision. Il faut qu'on arrive à partager les mêmes choses. Et en fait, c'est vrai qu'au départ, c'est pas facile parce qu'on a toujours notre petit bébé, notre petite boîte, etc. Et après, finalement, on commence à lâcher les rênes, on laisse doucement. Et en fait, on se rend compte que c'est top parce que finalement, il y a une très bonne entente. Même quand il y a des désaccords, on tombe toujours d'accord à terme. Et en fait, on arrive à toujours trouver le compromis qui satisfait l'ensemble des parties. Et pas de dire, voilà,
Non, non, il y en a plus un qui est satisfait que l'autre. On arrive vraiment à avoir trouvé, enfin, on a réussi à trouver cette, cet équilibre, en fait, entre nous deux. Donc, c'est plutôt cool. Ouais. Ok, super intéressant. Et pour en revenir à vos tout débuts au début de votre association, vous vous êtes rencontrés dans une asso. Vous avez vu que l'un avait un projet, l'autre avait un autre projet et que chacun avait des compétences qui manquaient à l'autre. Euh, Comment ça s'est fait au début? Vous vous êtes dit, bah, vas-y, viens, on bosse ensemble et on voit on voit ce qui se passe. Est-ce que vous êtes dit, vas-y, on fait 50-50 tout de suite? Est-ce que vous êtes dit, on se donne 4 semaines et sur 4 semaines, on voit si on arrive à bosser ensemble? Il s'est passé quoi au tout début? Ça a été très très long en vrai. Hein. Ça a été très très long. Entre le moment où on s'est dit, bah, euh, on a l'idée de s'associer. Enfin, du moins, on s'est rencontrés dans l'asso plutôt. Chacun est parti de son côté. Voilà, chacun a fait son projet de son côté. Moi, je suis parti aux États-Unis pendant 6 mois. Et au moment où je reviens des États-Unis, je suis à fond dans le projet. Je me dis, allez, faut y aller. Et on fait quelques réunions avec Dan sur d'autres problématiques, sur d'autres projets, rien à voir, hein, dans le cadre de l'asso. Et en fait, Dan se rend compte que bah, j'ai cette lacune sur le code. Et il me dit, mais c'est ouf, je vois qu'il y a des choses que je pourrais faire, mais j'ai pas le temps. Ça me frustre de pas pouvoir le faire. Et moi, je me rends compte aussi bah, qu'il a des problématiques d'un point de vue business. Et du coup, je me dis, mais c'est vrai que même moi, en fait, j'aimerais pouvoir les résoudre, ces problèmes. Essayer d'aller au front, parce que c'est quelque chose que j'adore. Et, euh, et en fait, on en a discuté, ça a pris un peu de temps, ça a pris quand même beaucoup de temps. Tout en étant rapide en même temps, parce que ça s'est fait en quoi, un peu moins d'un mois, quelques semaines en fait, finalement, entre le moment où on en a discuté et le moment où on a commencé. Mais après, le truc de se dire, voilà, on va vraiment tu vas faire rentrer la personne dans la boîte, là, ça a pris combien de temps, Dan? Ça a pris quelques mois. Mais je t'avoue que moi, au Ouais. début, c'était pas mon idée de rentrer dans New Work. Moi, j'étais vraiment à fond sur mon projet. En fait, comme tu le dis, je pense que tous les deux, on est vraiment passionnés d'entrepreneuriat. Et au début, Thierry il m'expliquait ses problématiques et ça me frustrait énormément. Je me disais, mais je peux trop l'aider, juste j'ai pas le temps. Et en fait, quand on s'est fait des réunions, par exemple, on a parlé de l'interface. Et donc je lui ai dit, bah regarde, ton interface, on peut la faire comme ça, comme ça, comme ça. On prend des tableaux, on commence à dessiner, à brainstormer tous ensemble. Et en fait, ça s'est vraiment fait on a commencé à travailler ensemble et au fur et à mesure, on a tellement travaillé ensemble qu'on s'est dit, c'est une évidence, il faut qu'on s'associe. Donc ça s'est pas du tout fait en mode tiens ton projet m'intéresse du point de vue business, du coup je vais rentrer pour le gain que ça peut apporter. C'était vraiment c'est passionnant, viens on bosse ensemble et à un moment bah on s'est dit on bosse tellement ensemble, viens on s'associe quoi. Donc voilà. Carrément. Et, euh, et est-ce que, bah, du coup, ce que je comprends, c'est il y a pas mal de feeling quand même dans votre association qui s'est installée et qui a fait que vous vous êtes associés. Il y a aussi de la pertinence dans ce business, bien sûr. Mais est-ce que aujourd'hui, je sais pas, vous avez des conseils à donner à des gens pour choisir son associé? Est-ce que c'est que du feeling ou est-ce que vous vous êtes appuyé sur d'autres choses ou je sais pas. C'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que bien sûr, tu as le feeling, mais après, derrière, tu as aussi bah, tout ce qui est compétences. Parce que, imaginons, moi, dans ma boîte, bah, j'avais, je sais pas, une, deux, trois personnes qui étaient intéressées par le projet, etc., mais il y avait le bon feeling, mais qui n'avaient pas les compétences pour pouvoir aller plus loin. Forcément, à un moment, bah, tu te retrouves, par exemple, c'est un exemple, hein, avec 4 business développeurs de profil, et tu dis, bah, je vais pas super loin. Il faut, je pense, après, c'est mon avis, hein, il faut avoir d'une part les compétences qui sont complémentaires, donc avoir la capacité de dire bah voilà, moi par exemple j'ai le côté business, il a le côté tech, et vice versa. Donc être complémentaire, mais derrière il y a aussi bah, ouais le feeling, se dire bah voilà, est-ce que on arrive à s'entendre, est-ce qu'on arrive à discuter, à s'apprécier pour pouvoir après performer. Parce que sinon tu te rends dans un bateau, mais si c'est pour quitter le navire au milieu, c'est pas intéressant quoi. Bien sûr. Je pense qu'il y a un point qui est super important aussi, c'est que autant moi que Thierry, on a passé beaucoup de temps à trouver le bon associé. C'est-à-dire que moi, mon projet, quand je l'ai commencé avec des potes. Donc on était trois ou quatre. Au bout d'un jour, on était trois. Au bout d'une semaine, on était deux. Et au bout de, on va dire, un mois, il y avait que moi. Parce que tout le monde était parti, parce qu'en fait, ils se rendaient compte que, ah oui, c'est du travail de lancer une boîte. Et suite à ça, j'ai eu plusieurs personnes qui ont voulu commencer à m'aider, mais on n'a jamais fini par s'associer. J'ai eu une personne avec qui j'ai failli m'associer, et ça s'est pas fait
pour plein de raisons. Et Thierry, de son côté, il a eu à peu près le même parcours. Et en fait, on s'est rendu compte on se rendait compte de ce qu'on voulait chez notre associé. Et ça, c'est super important. C'est aussi d'arriver à comprendre comment gérer cette relation et qu'est-ce qu'on attend de l'autre. Voilà, faut vraiment arriver à l'avoir. Ok, super Pas intéressant. facile, mais c'est pas facile, mais ouais, mais tu peux le trouver, ouais. Super intéressant. Je crois que c'est la première fois, et petit me rattrapera si je dis de la merde, que on parle d'association. Enfin, on a 2 mecs en même temps qui sont associés, quoi. On en avait peut-être parlé avec Aquaverse et Younes sur le délire, comment ils ont fini par s'associer finalement. Yes, Après, bien c'est une vu. histoire totalement différente parce que ils bossaient déjà ensemble sur un projet, il y avait des salariés dans l'histoire, machin et tout. Et au final, ça a fini en ils ont fondé une autre BU qui est la plus grosse aujourd'hui et ils se sont tous associés. Mais ouais, on en avait un peu parlé aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, on était avec des personnes qui sont assez Solo. solo, ouais. Ouais, Et, clairement. et non, d'ici là, l'épisode sera sorti, mais on a parlé de l'association aussi avec Annie et comment elle a réussi à trouver justement le mec avec qui elle bosse. Mais c'est vrai C'est qu'on vrai. parle pas beaucoup d'associations ici. C'est vrai. Et votre histoire est très intéressante. Ouais, honnêtement, pour moi, la phase où on s'est associé, on a commencé à avoir une équipe, c'était la plus compliquée. Ouais. Parce qu'en fait, quand on est seul, mais à la fois, ça avance plus lentement, mais ça avance beaucoup plus vite sur ce qu'on fait. Parce qu'en fait, dès qu'on a une idée, on la fait, on teste des choses, etc. Là, il faut arriver à se coordonner avec tout le monde. Si on a des nouvelles choses qui arrivent, il faut que tout le monde soit au courant. Et ça, c'est des choses qu'on n'était pas forcément alerté au début, mais nous, on a une stratégie. Notre alternante, par exemple, ne l'a pas forcément. Quand on fait des réunions entre nous, il faut qu'elle soit au courant, etc. Donc là, c'est une période un peu compliquée. Enfin, un peu compliquée. Il a fallu s'adapter. Et je trouve vraiment que s'associer, c'est aussi un peu comme un couple au final. C'est-à-dire que il faut, enfin, c'est quelque chose qu'il faut entretenir. Donc avec Thierry, on s'appelle pratiquement tous les jours. C'est aussi beaucoup de relationnel et d'émotionnel, et il faut pas du tout le négliger, parce que je suis après convaincu qu'au moment où on commence à le négliger, la relation elle se dégrade, et là ça peut vraiment franchement, ça peut vraiment casser tous les efforts qui ont été faits dans la boîte. Donc ouais. Ouais, c'est ça. Ça rejoint aussi C'est le fameux adage, je reviens sur ce que tu disais au début, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Ouais, C'est débile dit exactement. comme ça, mais ça c'est paraît clairement. être un truc tout bateau, mais en fait je pense que votre histoire elle illustre très très bien. C'est clairement ça, et pour preuve, on s'envoie régulièrement des petites fleurs avec Dan, des petits chocolats. D'ailleurs, tu vas recevoir des chocolats pour la Saint-Valentin. Ça va ou pas? Non, quand même. Après, si tu veux, je peux t'en envoyer, hein. Mais non, mais oui, mais c'est ça. En fait, c'est s'associer, c'est comme un couple. Il faut savoir, comme tu disais, Dan, hein, essayer de maintenir vraiment cet équilibre, de maintenir une relation saine, en fait, sur laquelle tu as confiance l'un envers l'autre, et tu sais vers quoi tu vas. Parce que, comme Dan le disait, hein, il a eu des associés, enfin, il a failli avoir des associés avant, hein, parce qu'il n'était pas seul sur le projet, moi non plus. Mais c'est toujours en fait compliqué de se dire, bah voilà, ça s'est mal passé par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui je refais confiance, donc comme un couple, est-ce que je refais confiance? Est-ce que je laisse cette personne rentrer dans ma boîte, dans ma maison, pour pouvoir après essayer de construire quelque chose ensemble? Et ça, c'est pas facile, ouais, au départ. S'associer, c'est aussi arriver à mettre son ego de côté et donner une confiance absolue à l'autre. Parce qu'au final, tu donnes les rênes de ton projet. Donc c'est vraiment challengeant au début. Carrément. Super intéressant. En vrai, votre histoire, en vrai, elle est cool, et elle est pleine d'apprentissage. Moi, perso, par rapport à l'association, enfin, ce que vous dites, ça me parle énormément. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui font différemment. Tu vois, peut-être qu'ils s'associent que par compétence, etc. Puis après, peut-être que ça casse, ou peut-être que ça marche aussi, j'en sais rien. Mais super intéressant. Et je voulais savoir, bah, là, aujourd'hui, qu'on résume un peu. Vous êtes en train de créer un écosystème. De base, il y avait 2 projets. Aujourd'hui, vous voulez tout mixer pour créer un écosystème. Aujourd'hui, il y a une alternante et 4 stagiaires. C'est quoi les prochaines étapes? Vous allez où ensuite? Est-ce qu'il y a un projet qui prend plus le pas sur l'autre de façon temporaire, dans le sens où, d'un point de vue développement produit ou commercialement, c'est plus simple d'aller vers un projet que vers l'autre? Ou est-ce que vous faites un écosystème complet, vous poussez les 2 projets en même temps?
Ouais, totalement. Alors, il faut savoir que le service de carte numérique Easy, en fait, ça existe déjà, on a déjà des clients. Donc, les stagiaires qui sont là en vente, en fait, là, ils vendent la solution, mais elle existe déjà. Ce système, je l'ai fait, j'ai appris à coder en même temps. Et donc, je suis pas forcément satisfait de toute la qualité de la plateforme. Et ce qu'on est en train de faire avec New Work, c'est qu'en fait, tout le code qu'on est en train de faire pour New Work, on le fait de manière super propre, on le fait de manière super réfléchie, parce qu'on sait justement que ça va servir à la version 2 de Easy. Donc, ces 7 derniers mois, on a fait un gros focus sur New Work. On a bossé sur l'application iOS, l'application Android. On a aussi tout un back-end, donc pour les développeurs, c'est en Node.js et en Express. Et on a une application web pour les pros, qui va servir de base pour la deuxième version de Hits. Donc, ouais, le focus ces derniers mois, c'était vraiment sur New Work. Ça va continuer encore là pendant quelques mois, parce qu'on sait qu'après, toute cette base de code, en fait, elle va nous servir pour accomplir la plus grosse vision qu'on a. Et comme tu dis, on a vraiment une roadmap, on essaie de segmenter. Voilà. C'est ça, et comme dit Dan, en fait, on a fait ce focus donc technique sur tout ce qui était New Work, donc vraiment le développement, la structuration de la plateforme, etc. Et après, comme il le disait juste avant, sur tout ce qui est développement commercial, prospection, etc. Là, on a réussi en fait à jauger, à trouver l'équilibre entre les deux, à se dire finalement, sur le développement commercial, on axe vraiment sur Easy, avec l'arrivée des 4 stagiaires. L'alternante, elle, balance en fait entre les deux, entre New Work et Easy, sur tout ce qui est communication, pour pouvoir permettre en fait de faire vivre les deux comptes, mais au moins d'être présent sur le terrain avec Easy, tout ça. Donc c'est un équilibre qu'il faut trouver, qu'on a réussi pour le moment à trouver, à voir si on arrive à le maintenir, mais du moins ça nous permet de dire, il y a le côté tech qui est focus sur un projet, le côté BizDev focus sur l'autre. Il y a des synergies communes. Pourquoi ? Parce que en allant taper aux portes des clients, etc., on se rend compte qu'il y a des fonctionnalités qu'on va avoir besoin pour Easy, pour améliorer l'expérience forcément du restaurateur et du client. Et en fait, de là, on arrive finalement à avoir un mix fait de tout, pouvoir trouver le bon équilibre, quoi. Ok, super intéressant. Et de ce que je comprends, ça veut dire que Dan, aujourd'hui, tu es le seul dev de l'équipe? Alors, je suis le seul dev de l'équipe. On a audité notre code avec plusieurs boîtes différentes. On est Ok. aussi en relation avec une startup sur Sophia Antipolis, qui nous aide sur certaines tâches, notamment toute la sécurisation de tous les process. Parce qu'en fait, avec New Work, on touche à des choses qui sont vraiment complexes. Par exemple, on synchronise avec les API de l'URSSAF Ouais. pour faire des déclarations préalables à l'embauche, donc des DPAE. On a aussi de la signature de contrat. Potentiellement, à terme, on aura du paiement. Et ça, c'est des choses avec lesquelles on peut pas, c'est des choses qu'on peut pas prendre à la légère. Donc, on se back quand même avec des devs professionnels, on va dire. Surtout avec les réglementations RGPD et tout, C'est ça. il me Ouais. semble que c'est pas c'est pas du gâteau. Clairement, faut faire attention avec tout ça. Mais on a honnêtement la chance avec Schema justement d'avoir accès à un réseau de professionnels. Et moi plusieurs fois, parce que je suis vraiment un autodidacte, donc j'apprends tout sur Internet, je pose mes questions, etc. Et plusieurs fois, j'avais des listes de questions énormes où juste ça, je sais pas faire, ça, je sais pas faire. Et on a eu la chance de parler avec des développeurs qui ont travaillé sur des projets de fous, qui ont travaillé pour des compagnies aériennes, etc. Et qui ont pu répondre à nos questions, qui ont pu nous aider à avancer, à choisir nos technologies, à choisir aussi, par exemple, la façon de structurer nos data models. Parce que c'est une grosse partie de ce à quoi on a pensé, c'est les data models. Le data model, c'est par exemple dire qu'est-ce qu'un utilisateur. Un utilisateur, c'est un nom, un prénom, un ID, une date de naissance, etc. Ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir en amont, parce que une fois que la machine est lancée, c'est très compliqué à modifier. Et donc, c'est des choses qu'on a dû modifier des dizaines de fois. Parce que, on le crée. Après, on se rend compte que, mais en fait, sur le process de validation, il faut qu'on valide la carte vitale de l'étudiant. Donc, il faut tout modifier sur tous les systèmes pour prendre en compte ces modifications. Donc, ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir en amont. Ouais, le data model, c'est super intéressant parce que parfois tu le prends pas en considération au tout début de ton aventure entrepreneuriale tech.
et tu arrives à un moment de développement de ton entreprise où tu es obligé de savoir un peu que veut dire la data et comment tu vas l'exploiter derrière. Et là, en fait, tu es obligé de te faire accompagner par des mastodontes de la data parce qu'il y a tout à cleaner, en fait. Et C'est parfois, ça. je l'ai déjà vécu dans une expérience. Euh, et en fait, il y avait un gros débat, c'est qu'est-ce qu'un client? Qu'est-ce Ouais. qu'un client sur la Ouais. est-ce un client dans le business, c'est quelqu'un qui passe sa carte? Mais réellement, qu'est-ce qu'un client sur une plateforme? Enfin, à quelle étape on le considère comme client? Et dans ces cas-là, avant, comment il est appelé? Et dans ta data, comment tu vas organiser tout ça? C'est super intéressant et en même temps, ça fait super peur. Parce que si tu t'y prends pas assez à l'avance, comme tu le disais, le travail, il est monstre derrière. Ouais. On a de la chance en fait parce que, comme disait Dan, avec Schema qui est réellement, on va dire, partie prenante des deux projets, on a en fait tout un écosystème qui est mobilisé autour de nous. Comme il le disait tout à l'heure, on a des personnes qui ont travaillé pour des compagnies aériennes, qui ont géré de la data. On en a d'autres qui, en fait, ont cet aspect légal, prospection commerciale, etc., et qui nous accompagnent sur tout le projet. Donc ça, c'est au travers de l'incubateur, donc Schema Ventures. Et après, il y a tous les acteurs en dehors qui font partie de cet écosystème, qui sont liés finalement au projet, et qui nous disent, voilà, sur la tech, on a telle ressource qu'on pourrait mobiliser pour toi, pour le développement commercial, pareil, pour de l'aspect juridique, donc du contrôle des contrats qu'on va faire signer, tant aux extras, tant des contrats de prestation de services, d'abonnement, etc., pour toutes les plateformes finalement. On a des personnes qui peuvent vous accompagner tout au long de votre projet. Donc c'est ça en fait qui est vraiment la valeur ajoutée qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire on n'est pas tout seul en tant qu'entrepreneur. On a vraiment tout un écosystème derrière qui nous suit, nous soutient et nous permet en fait de nous ouvrir quelques portes supplémentaires. Bah, super intéressant. Vous avez répondu à la question suivante de vous-même. Donc, je voulais savoir par qui vous avez pu être aidé pendant votre parcours. Pardon, donc nickel. Et bah, du coup, ça fait une bonne transition parce qu'on arrive bientôt sur la fin, les gars, de l'épisode. Juste avant de repasser la parole à Thierry sur une question, je voulais savoir, Thierry, répondez pas en même temps, du coup, Thierry d'abord et on va garder l'ordre Thierry d'abord et ensuite. Donnez-moi un avantage et un inconvénient à entreprendre quand on est étudiant, selon vous. Peut-être que vous avez la même réponse, c'est pas forcément gênant, il n'y a pas de bonne réponse, donc je vous laisse me dire. L'avantage, c'est que tu n'as rien à perdre. C'est que c'est le moment pour te lancer parce que tu n'as aucune contrainte, que ce soit euh, t'as pas d'enfant, t'as pas de famille, t'as pas de foyer à faire vivre. En fait, la seule personne que tu vas faire vivre, c'est toi-même. Tu as la chance de pouvoir avoir accès à tout un écosystème autour de toi qui peut te soutenir. Donc, je le disais juste avant, nous, on a Schema Ventures, qui est l'incubateur. Donc, on a Philippe Chéreau, qui est le directeur, et Franck Arnold, qui est notre référent. Donc, il y a tout ça, en fait, si demain tu n'es pas étudiant, que tu n'as pas fait tu n'as pas été en école de commerce, que tu n'as pas été étudiant tout court, en fait, c'est compliqué d'avoir accès à ces ressources-là. Et l'inconvénient, c'est essayer de savoir jauger, mais bien jauger entre les cours et le projet, pour ne pas se laisser déborder tant par l'un que par l'autre. Et c'est ça, en fait, le plus gros problème, en fait, c'est trouver le bon équilibre euh, pour pouvoir, en fait, réussir dans les deux. Ne pas négliger ses études, parce que forcément, comme je disais tout à l'heure, c'est un élément clé de réussite, tant dans son projet que ailleurs, ne pas louper en fait des opportunités avec son projet en priorisant trop les études aussi. Donc, c'est trouver le bon équilibre. C'est ça, c'est la difficulté. Ok. Et toi, Dan? Je vais devoir essayer de trouver autre chose du coup. Euh, non, mais je suis assez convaincu que quand on commence à entreprendre, on peut pas être bon. À part si on a eu des postes de CEO dans des boîtes avant, c'est très très compliqué. On fait forcément des erreurs. Nous, il y a énormément d'erreurs qu'on a fait et je suis content d'avoir fait maintenant. Concrètement, le recrutement, pour moi, c'est la chose la plus importante dans une entreprise. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas forcément été très bon avant, sur lesquelles on a beaucoup appris et voilà, je suis vraiment content d'avoir fait ces erreurs. Et l'inconvénient du coup, je dirais que c'est que des fois on peut ne pas être pris au sérieux. Alors on a la chance du coup, par le biais de Schema, d'être mis en relation avec des acteurs qui quand même nous prennent pas mal au sérieux. Mais moi, ça m'est arrivé par exemple d'appeler je vais pas citer de nom, mais d'appeler des personnes voilà, qui pouvaient me libérer des réseaux de distribution et qui m'ont dit ah d'accord, je te rappelle, qui m'ont bloqué et qui ne m'ont jamais rappelé parce que
parce que voilà, ça se voyait que j'étais jeune et ils m'ont pas pris au sérieux. Ouais, Donc, je vois. c'est quand même un petit désavantage Ouais, je comprends. qui tend à s'annuler. Qui tend à s'annuler parce que voilà, on gagne aussi en crédibilité. Quand on fait des événements comme la Founders Night, bah, c'est aussi des endroits où on peut parler, où on peut montrer voilà, qu'on est passionné par ça, qu'on travaille sur ça au quotidien. Mais après, ce qui est marrant aussi, c'est que enfin, je- moi, je suis assez surpris parfois par l'entrepreneuriat. Parce que des fois, tu arrives avec une petite miette d'un projet et tu as des personnes qui vont te recevoir et qui vont t'ouvrir des portes folles. Euh, c'est des choses qui sont incroyables. C'est que moi, cet été, bah, on était dans notre espace de coworking qui nous a été mis à disposition par le Pépite. Et en fait, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit, bah voilà, écoutez, moi je suis le directeur de l'Institut de tourisme Côte d'Azur. Si vous voulez, je peux vous mettre en relation avec des hôteliers, etc. Et en fait, on se retrouve invités dans des événements qui sont ouf. On se retrouve aussi à discuter avec, par exemple, le patron du groupe Hayat, des patrons de Accor, du Fairmont, etc. Donc de gros hôtels, de grandes chaînes hôtelières. Et en fait, les mecs nous disent, bah voilà, nous on est chaud, quoi, on y va. Et donc, en fait, Ouais. tu as une miette de projets et tu as des personnes qui trouvent des horizons fous de clients, de prospects, ou même tout simplement du réseau, quoi. Et c'est Mhm. ça qui est incroyable. Et c'est Et ce qui est fou dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, ouais. c'est aussi une des choses qui m'avait surpris, c'est que une fois qu'on est invité à ce type d'événement, ça nous donne aussi une légitimité. Et quand on est allé voir, par exemple, le directeur du Hyatt ou même le manager du Negresco, ils nous ont dit, bah, franchement, votre idée, elle est géniale, votre application, elle a l'air géniale, on prend rendez-vous. Et donc, on est allé à des rendez-vous avec eux, avec leur directrice RH, des rendez-vous vraiment très sérieux où voilà, ils nous montraient qu'eux aussi nous faisaient confiance. Et on a potentiellement des contrats qui sont en train d'arriver grâce à ça. Donc, une fois que les opportunités commencent à se libérer, je pense qu'au début, c'est très compliqué d'avoir des opportunités. Une fois qu'on commence à avoir un peu de crédibilité, c'est un cercle vertueux. Donc là, on est plutôt sur une bonne phase à ce niveau-là. Ok, eh ben, trop bien les gars, franchement, vous êtes chaud. Bien joué. Bah justement, Dan, petit mot de la fin, enfin plutôt avant-dernière question. C'est quoi pour toi un étudiant entrepreneur finalement? Un étudiant entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est curieux, qui a envie d'aller plus loin que ses études et qui a envie de créer. Moi, pourquoi j'ai créé ma boîte, c'est parce que j'avais envie de faire des choses, de produire des choses, de créer des outils. En fait, bah, il y a des matières qui m'ont intéressé plus que d'autres. Et je me suis dit, tiens, là, il y a des trucs à faire. Peut-être qu'on peut essayer de faire ça. Si j'apprends à coder, peut-être qu'on peut réussir à faire telle chose. Ah, mais ce serait cool qu'on puisse rajouter la traduction, mais comment on fait? Et donc, en fait, c'est vraiment aller au bout des choses, aller chercher les choses. Et donc, honnêtement, c'est passionnant. Je recommande à tout le monde d'être étudiant entrepreneur. Ok, super, super retour d'expérience. Et pour toi, Thierry, ce serait quoi un étudiant entrepreneur? Je pense que c'est quelqu'un qui est animé par une passion. Par exemple, un mec qui a fait, par exemple, je sais pas, un master ou même des études en marketing et qui est bon là-dedans et qui est passionné par ça, qui se lance en tant que freelance sur Malte, sur n'importe quelle autre plateforme, et qui se dit, bah voilà, bah tiens, je vais faire des missions. Ça reste quand même un étudiant qui entreprend à côté, donc qui fait même du freelance, mais pour moi, c'est ça un étudiant entrepreneur. C'est quelqu'un qui est animé par sa passion, qui se laisse pas démonter, qui y va. Et qu'importe ce qui va arriver, si des fois il y a des embûches ou pas, bah, c'est pas grave, on y va, on continue, et de toute façon, on réussira, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Trop, trop bien. C'est une belle définition en tout cas que vous nous avez donnée. Et Thierry, si tu devais donner un conseil à un étudiant qui nous écoute là et qui voilà, qui hésite encore à se lancer, qui se sent pas légitime, qui est pas encore sorti de sa zone de confort, quel conseil tu lui donnerais? Alors, j'aurais pas de conseil, mais je dirais plutôt de se lancer. Faut se lancer, faut pas avoir peur, parce que quoi qu'il arrive, on dira toujours que soit ton projet ne marchera pas, soit que c'est pas le bon moment, soit que en fait, il y aura toujours des problèmes. Il y en aura toujours. Il n'y a pas de bon moment. C'est se lancer maintenant, parce que si tu le fais pas maintenant, bah, demain ce sera trop tard. Et Mm. je pense que c'est surtout ça, ce qu'il faut dire à quelqu'un qui veut se lancer, c'est bah, vas-y, go. Go, parce que faut pas regarder les autres, mais faut regarder ce que tu veux toi. Donc recentre-toi sur toi
pense à ce que tu veux atteindre, pense à ce que tu veux devenir et performe. Et toi, Dan, ça serait quoi? Juste pour rebondir sur ce que dit Thierry, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis assez convaincu qu'on est la personne qu'on imagine. Donc, si par exemple on se dit qu'on est doué à faire ça, en se le en se le répétant, au final, on va se conditionner à l'être. Des fois, la famille peut être géniale, mais peut aussi être un frein parce qu'en fait, elle a une certaine vision et elle va pas savoir ou pas connaître forcément ce que toi tu as en tête. Et sinon, par rapport à la question, c'était C'était de donner un conseil à un étudiant qui nous écoute et qui hésite à se lancer. pareil, lance-toi parce qu'après ça va être trop tard. Enfin, ça va pas être trop tard, mais là tu as la chance d'échouer, tu as la chance de faire les choses maintenant et après tu auras 1000 excuses pour arrêter parce que pendant les études, quoi qu'on en dise, tu as quand même du temps. Après, tu commences à avoir une copine, tu commences à avoir des enfants, un métier, etc. Et il y a toutes les études, il y a toutes les excuses du monde pour pas le faire. Moi, je sais que le fait de me lancer, c'est vraiment sorti d'une frustration où plusieurs fois j'ai voulu faire des choses, je l'ai pas fait et après j'ai regretté parce que j'ai vu un projet qui est sorti juste après qu'il faisait et je me suis dit mais j'aurais adoré le faire. Donc ouais, c'est vraiment de se lancer, de faire les choses, d'échouer maintenant et de pas se laisser conditionner parce que les autres pensent de toi. Parce que au final, tu es ce que tu penses de toi et donc si par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis pas organisé. Je me suis convaincu que j'étais organisé, que j'allais être organisé et maintenant, honnêtement, pas mal parce que justement, je me suis mis en place des process, etc. Donc voilà, conseil un peu long, mais je le pense vraiment. Mais efficace. Et bah, c'était trop bien. J'étais ravie d'échanger avec vous, mais avant qu'on se quitte pour de vrai, est-ce on peut vous retrouver quelque part en ligne, sur certains réseaux sociaux peut-être? Ouais, on est dispo sur Insta, donc avec New Work, voilà. OK. On a TikTok, on a LinkedIn, on a... Qu'est-ce qu'on a d'autre, Dan? On a Euh, Facebook. on a Facebook. Sur LinkedIn, on est plus en personal branding à poster en notre nom. Mmh. Euh, on est vraiment en train de mettre le focus sur les réels et sur TikTok parce que justement, on est convaincu que c'est un outil de malade Mmh. et en fait, on peut très rapidement toucher des grosses communautés. Et c'est d'ailleurs une réflexion qu'on est en train d'avoir, c'est qu'au début, on avait plutôt une, comment on dit, sur Instagram, on postait des posts. Vous aviez peut-être moins de vidéos sur Insta avant? Ouais, on va plus partir sur le contenu et produire de la qualité et surtout créer une communauté. C'est plutôt OK. ça la différence. Ok. C'est que, par exemple, pour si on a une application de menu, ben, on veut créer une communauté de gens qui sont passionnés par la food et par les petites adresses. Pour New Work, c'est pareil, des étudiants qui sont déter et qui ont envie de faire des choses. C'est pas forcément ce qu'on faisait avant. Et donc, ça va plus être produire du contenu autour de la marque plutôt que seulement sur le produit. Ok. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, OK. ok, pertinent. Ipti, est-ce qu'on peut dire que se lancer est le conseil numéro un qu'on doit donner à un étudiant entrepreneur? C'est le conseil qui revient tout le temps, fais les choses, c'est parti. T'attends quoi? Je pense qu'il vaut mieux vivre avec des échecs que des regrets. Ouais, ouais. Ça c'est bien dit. Et moi, une des choses qui me freinait, c'est que quand je voyais d'autres personnes entreprendre, je me disais, mais jamais j'arriverai à avoir la charge de travail qu'ils ont, à faire tout ce qu'ils font. Parce Ouais, que même la Founders Night, je trouve ça incroyable, le rythme que vous avez à sortir autant de projets et tout. Mais la vérité, c'est que c'est juste être consistant. C'est-à-dire que tous les jours, tu travailles sur ton projet, tu avances un tout petit peu. Et si chaque jour, tu améliores un peu ton projet, bah, en fait, à la fin, c'est exponentiel. c'est exactement ça. Là, si on prend votre exemple, vous êtes deux associés, vous avez 5 personnes à manager. Il y en a un qui est au Brésil, l'autre qui est en France. Vous êtes tous les deux étudiants, vous avez des cours à gérer, vous avez des années à valider. Et pourtant, tout a l'air de Mmh. très bien se passer. Donc, il n'y a pas Ouais. d'excuse. Hein. Et l'anecdote, peut-être pour finir, c'est que je me souviens une fois, je parlais avec, un futur étudiant entrepreneur qui a été invité sur, ce podcast-là, je citerai pas son nom. Et quand on s'est connus, il m'a dit: «Mais comment tu fais pour gérer tout ça dans ta vie? Pour gérer ton sport, tes études, le taf, tes projets à côté?» J'étais en train de valider un diplôme et j'en avais déjà commencé un à ce moment-là. C'était un peu n'importe quoi à ce moment-là de ma vie. Il me dit: «Mais comment tu fais pour gérer tout ça? Je sais pas comment tu fais». Et il savait pas que genre, 3 mois après, il allait vivre,
une fast life, mais peut-être 10 fois plus rapide que la mienne, avec des responsabilités 10 fois plus grandes, des enjeux immenses. Et ça me fait rire quand je repense à ça, je me dis, mais il avait aucune idée qu'en fait, il était capable de faire non seulement ce que je faisais, mais en plus de ça, beaucoup plus finalement que ce qu'il pensait. Donc en fait, c'est juste qu'on a des barrières mentales qu'il faut abattre, j'ai envie de dire, pour Ouais, pouvoir c'est ça. avancer. Clairement, c'est ça. Clairement. Ok. Et ben, les gars, c'était un très bon épisode. Franchement, moi, j'ai passé un super moment avec vous. Pareil. Euh, Franchement, moi, ça me fait super plaisir, en tout cas, de parler. Et, avec plaisir. alors, Avec plaisir, avec plaisir. Et on se retrouve. Bon, de toute façon, nous on reste en contact comme d'hab. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt. à bientôt. Ciao. À bientôt. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On adore échanger avec nos auditeurs, donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.